le droit pénal ait été respecté, premièrement. Deuxièmement, je sais comment cette instruction a été menée. Je sais que cette juge n'a jamais voulu recevoir les avocats des parties civiles, autrement dit les victimes. La Cour de cassation en France a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Une affaire qui fait beaucoup de remous dans la communauté juive, mais pas seulement. On va en parler dans un moment donc avec Gilles William Goldnadel, un des avocats de la famille, de la sœur de Sarah Halimi. Bonjour William. Bonjour. Alors, expliquez-nous déjà comment c'est possible que ce que chacun se pose, la première question que chacun se pose, c'est comment c'est possible qu'il n'y ait pas de procès dans cette affaire dont le caractère antisémite a été reconnu par la justice et pourtant on nous dit il n'y aura pas de procès. Vous me demandez là une tâche ardue d'expliquer l'inexplicable. Vous savez, comme moi, effectivement, que la Cour de cassation a mis une fermeture, si j'ose dire, définitive à cette affaire, sous l'étrange prétexte que certains experts, et pas d'autres, qui étaient d'un avis inverse, considéraient que l'assassin antisémite avait été pris d'une bouffée délirante à la suite d'une prise de cannabis et que par conséquent, son discernement avait été aboli. Fin de l'histoire. Ce qui révolte la raison, au-delà des états d'âme de chacun, du sentiment de la justice, sur un plan strictement rationnel, ce qui révolte la raison, c'est qu'on choisisse une expertise plutôt qu'une autre, et qu'on ne demande pas, par exemple, à la cour d'assises d'arbitrer entre les deux expertises, et que l'expertise choisie ne prend pas en compte le fait que la prise massive de cannabis peut effectivement permettre à l'individu qui en prend d'imaginer qu'il ne va pas être dans un état tout à fait normal après qu'il en ait pris. Je prends en ce moment l'exemple de quelqu'un qui voudrait noyer son chagrin d'amour en ingurgitant 5 bouteilles de vodka. Il peut se douter qu'au bout de la 3e, il ne sera pas dans son état normal et que si au bout de la 5e, il prend une voiture et qu'il écrase 2 enfants sur un passage clouté, j'ai du mal à concevoir qu'on considérera que sa responsabilité pénale n'est pas engagée. Autrement dit, la Cour a considéré que, encore une fois, dans l'hypothèse de choisir un rapport d'expertise par rapport à un autre, puisque l'expert Zaguri disait que le discernement de Traoré n'était pas complètement aboli, et que d'ailleurs je lui ai fait dire à l'audience que effectivement il pouvait s'attendre à ne pas être dans un état normal. Eh bien, si vous voulez, malgré cela, eh bien, on considère que la circonstance de prendre des stupéfiants n'est pas une circonstance aggravante, mais une circonstance exonératoire. Je vous fiche mon billet que dans quelques mois, l'un de mes confrères invoquera la jurisprudence Traoré-Halimi lorsque son client aura écrasé 2 enfants sur un passage clouté après qu'il ait pris une dose massive de stupéfiants ou d'alcool. Alors, Maître Goldnadel, est-ce qu'il y a un recours ? Vous avez dit c'est définitif, c'est vrai, a priori, la Cour de cassation a décidé. Est-ce qu'il y a un recours ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, est-ce que l'État peut influencer ? Quels sont les recours ? J'explore un recours. Vous me permettrez de garder encore le silence sur mon recours pour des tas de raisons pendant quelques jours, et vous en saurez plus sur ce point-là dans quelques jours. Mais ça ne sera certainement pas la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne peux pas vous en dire davantage. Alors, vous avez parlé, lors de différentes interventions dans les médias, d'un déni de justice, je crois. Et c'est le sentiment que l'on a
face à une injustice, même si le droit pénal est respecté, nous disent les juges et les experts, on a l'impression qu'on vit quelque chose d'injuste, de profondément injuste. Non mais moi d'abord, je dénie, si j'ose dire, le fait que le droit pénal ait été respecté, premièrement. Deuxièmement, je sais comment cette instruction a été menée, d'accord ? Je sais que cette juge n'a jamais voulu recevoir les avocats des parties civiles, autrement dit les victimes, ce que je n'avais jamais vu dans ma trop longue carrière, d'accord ? Je sais qu'elle a mis de longs mois, et il a fallu que je la bouscule très fortement, dans le cadre de courriers à la limite de l'outrage à magistrat, pour qu'elle se décide à répondre à la question sur l'antisémitisme qui était posée non pas par moi, mais par le parquet. Je sais qu'elle a refusé, malgré l'accord même de la défense, la reconstitution sur les lieux du crime, ce qui se fait habituellement, comme encore je l'ai fait il y a quelques mois dans l'affaire Knoll, dans tous les cas d'assassinat. Je sais qu'elle a préféré, lorsqu'elle a eu le premier rapport qu'elle a eu entre les mains, c'était le rapport du docteur Zaguri qu'elle avait nommé. Eh bien, quand elle a vu que ce rapport lui déplaisait, sans même attendre la demande du contre-expertise de la défense, elle a commandé un autre rapport qui, lui, a eu l'heure de lui plaire davantage. Donc, si vous voulez, ne me demandez pas seulement de me mettre dans une situation intellectuelle dans laquelle il faudrait que au-delà du droit, je me lamente sur le déni de justice. Vous me permettrez aussi de vous dire que le contexte est le contexte, évidemment, d'un monde politique et intellectuel qui est très calme. En dehors, entre nous soit dit, ça restera entre nous, de quelques membres de la droite dure, style Éric Ciotti, Valérie Boyer, Marine Le Pen, je n'ai pas beaucoup vu la gauche politique, encore moins la gauche intellectuelle, se dresser pour protester contre ce verdict. J'observe, par comparaison, qu'on nous dit que la ville de Minneapolis, ce matin, respire parce que Derek Chauvin vient d'être condamné. Si tel n'avait pas été le cas, la ville se serait enflammée. Par bonheur, et si j'ose dire, je préfère, la communauté juive de ce pays est autrement plus calme quoi qu'il arrive. Donc, l'hypothèse intellectuelle que je forme, c'est que si ça avait été peut-être dans d'autres circonstances, avec des communautés qui sont peut-être qui s'enflamment un peu vite, si par exemple la victime se serait appelée Traoré, suivez mon regard, il est possible que la Cour de cassation y réfléchisse à 2 fois avant de rendre un tel verdict. Je ne peux pas, excusez-moi, totalement me déconnecter d'un contexte général et aussi, je dois le dire, d'un contexte idéologique. À vous parler politique, justement, le président de la République a fait une déclaration où il déplore le fait que cette déclaration, décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou, ne devrait pas, à mes yeux, supprimer la responsabilité pénale, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement de loi ? Est-ce que vous pensez que peut y avoir une intervention de la République, de l'État dans cette affaire ? Michael Blum, ça ne me rassure en rien. D'abord parce que la remarque du président de la République ne change rien à l'affaire. Quand bien même on changerait la loi, que ça ne sera pas rétroactif, bien entendu. Que ça ne changerait rien pour notre affaire, et je dénie le fait que la loi devrait être changée pour pouvoir arriver à une solution juste. Pardon, excusez-moi. Je ne parlerai pas de cette affaire, mais vous me permettrez cette formule à l'emporte-pièce. Le droit n'a rien à voir avec cela lorsque les juges sont tordus.
Alors, on a parlé d'Emmanuel Macron, de l'État, et je voudrais évoquer avec vous une autre affaire dont on parle beaucoup moins, mais dont commence à parler en France, c'est celle de Fabien Azoulay. Alors, Fabien Azoulay, pour les auditeurs qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est un Français qui a été condamné à 16 ans de prison par la justice turque pour détention de stupéfiants et qui, aujourd'hui, est incarcéré pour une longue période et dans une situation particulièrement difficile dans les prisons turques, car il est juif et homosexuel. Alors là, comment vous expliquez l'absence de réaction forte de la France? Est-ce que c'est seulement une histoire de diplomatie? Est-ce que, sur le plan de la justice, on peut faire quelque chose, Maître Golnadel? Décidément, ce matin, vous me demandez d'expliquer l'inexplicable. Il est sûr que Fabien Azoulay, en étant juif et homosexuel dans une prison turque, n'a rien pour plaire. Je ne dis pas d'ailleurs que les musulmans turcs soient particulièrement antisémites. Ça n'est pas le cas. Mais les islamistes turcs, et nous sommes dans un pouvoir islamiste, et les partisans d'Erdogan sont, excusez-moi l'évidence, nombreux en Turquie, sont effectivement à la fois violemment antisémites, violemment antisionistes, violemment homophobes. Ceci posé, évidemment, la diplomatie du divan, si j'ose parler de manière quasi psychanalytique, a montré à quel point les Européens, en général, étaient timorés par rapport au pouvoir ottoman, mais vous me permettrez, s'agissant de la France, de risquer une comparaison. Monsieur Fabien Azoulay est dans les prisons turques pour avoir acheté des substances illicites en Turquie, et c'est tout. Et il a pris, je crois, une dizaine d'années de prison, quelque chose qui doit tourner autour de ça. La France n'est pas intervenue, en tous les cas officiellement, au-delà peut-être de quelques interventions du consulat ou de l'ambassade, qui sont des interventions banales. Par comparaison, vous souviendrez comment pour M. Salah Hamouri, franco-palestinien, qui a reconnu avoir voulu assassiner un rabbin israélien, la France politique, la France diplomatique est intervenue. Et ben voilà. Voilà pourquoi cette comparaison montre que nous ne sommes pas dans la raison. Alors, Maître Golnadel, vous êtes avocat en France. Vous avez défendu de nombreux cas, notamment au sein de la communauté juive. Et on entend ici, en Israël, ce sentiment que les Juifs de France sont dans une mauvaise situation après ces décisions de justice, après un certain silence de l'État, même s'il y a eu de jolies déclarations. Est-ce que vous ressentez cette espèce de désarroi de la communauté juive? Et est-ce que vous pensez que les choses vont aller de pis en pis? Écoutez, pour que je ne le ressente pas, il faudrait que je ne le partage pas. Je le partage. Je ne suis, moi, pas dans un désarroi. Je suis dans un mélange de résignation et de colère, si vous voulez. C'est un peu différent. Écoutez, très sincèrement, c'est pas la peine de se poser des grandes questions philosophiques quand on sait le nombre de massacres de juifs commis ces dernières années, d'agressions très fréquentes de juifs commis ces dernières années, et pas par l'extrême droite, par les islamistes, avec la bénédiction, en tous les cas le silence bienveillant de l'extrême gauche. Ça montre quand même, vous me permettrez de vous le dire, à quel point la communauté juive organisée a été aveugle et sourde, notamment aux paroles de celui qui vous parle, pour ne pas évoluer ces 30 dernières années le danger qui montait, et d'être particulièrement bienveillante par rapport au phénomène de l'immigration. Je ne le pardonnerai pas. Donc, à partir de là, de toute manière, les Juifs votent avec leurs pieds. Vous voyez bien que de toute manière, il y a une alia intérieure, une alia extérieure. Les Juifs ont
ont quitté les endroits qui étaient manifestement les plus dangereux, même si aucun endroit n'est aujourd'hui sécure sur le territoire français, et les Juifs, d'autre part, ont quitté de manière assez nombreuse le pays, et souvent pour Israël. Donc, je ne vois pas pourquoi le rapport de force inverserait. Vous me permettrez de vous dire aussi que ces malheurs-là n'arrivent pas qu'aux Juifs. Hein. Il n'y a pas que les Juifs qui fassent l'objet d'une agression sur le territoire français. Il n'y a pas que les Juifs qui se heurtent à un laxisme judiciaire sur le territoire français et qui finalement sont victimes d'une certaine idéologie. Le Juif, disons, est la première victime, mais il n'en a pas le triste monopole. Je vous remercie, Maître Golnadel. Merci de cet entretien. Bonne journée. Au revoir.